2 pêcheurs affirment avoir été enlevés puis examinés par des êtres non humains. J'ai servi dans l'US Air Force au début des années 80 comme conducteur et opérateur dispatché. Mon code AFSC était 603X0 et j'étais basé à Carswell AFB, à Fort Worth au Texas. Dans notre escadron, nous avions un chauffeur civil qui travaillait à temps partiel comme remplaçant. Il était retraité de l'armée et devait avoir autour de 70 ans. Nous l'appelions simplement Monsieur Jim. Il commençait son service à 4h30 du matin. Certains jours étaient plus chargés que d'autres et, quand il y avait peu de travail, Monsieur Jim restait assis à lire le journal. Un matin où la charge de travail était légère, nous étions tous assis à discuter et la conversation a dérivé vers les ovnis. Je ne me souviens plus de ce qui a lancé le sujet, mais Monsieur Jim a baissé son journal et a dit « Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire du jour où ils ont fait passer une soucoupe volante par ici ?» Évidemment, cela a attiré notre attention et je vais raconter ce dont je me souviens de la manière la plus fidèle possible. Selon Monsieur Jim, quelque temps après la Seconde Guerre mondiale, il était de service à Carswell lorsque la base a été bouclée pendant un certain temps. Personne ne savait pourquoi, mais d'après lui, les rumeurs qui ont circulé plus tard sur la base disaient qu'une soucoupe volante s'était écrasée quelque part à l'ouest et qu'il la transportait vers l'est. Apparemment, ils avaient atterri à Carswell pour transférer les débris dans un autre avion. C'était tout ce qu'ils savaient. Cette discussion a eu lieu vers 1985, car j'ai quitté l'Air Force en 1986. Ce n'est qu'en 1992 que Stanton Friedman a publié son livre Crash at Corona qui a révélé l'affaire Roswell au grand public. La partie la plus intéressante pour moi et la raison pour laquelle je me souviens encore de notre conversation avec Monsieur Jim est que l'on a découvert plus tard dans le folklore ufologique que ce qui s'était écrasé à Roswell aurait été transporté par avion jusqu'au terrain d'aviation de Carswell avant d'être acheminé vers Wright-Patterson dans l'Ohio. Monsieur Jim nous avait raconté son histoire bien avant que Roswell ne devienne connu du grand public et son récit correspondait parfaitement à ce qui est ressorti plus tard. Peut-être qu'il existe une autre explication à ce qu'il a raconté. Peut-être que cela signifie quelque chose ou peut-être rien du tout. Peut-être que vous ne me croyez pas et ce n'est pas grave. Je voulais simplement partager ce petit épisode intéressant de mon histoire. En 1967, Stephen Michalak explorait une zone rocheuse près du lac Falcon au Manitoba, au Canada, lorsqu'il remarqua 2 objets brillants immobiles dans le ciel. Intrigué par leur silence et par la façon dont ils semblaient défier toute logique, il s'approcha prudemment. L'un des engins descendit lentement jusqu'au sol, comme s'il cherchait à se poser à l'écart du monde. Stephen sentit une vibration étrange dans l'air, presque comme si la forêt entière retenait son souffle. Poussé par la curiosité, il tenta d'observer l'objet de plus près et toucha la surface lisse du vaisseau, qui était anormalement chaude. La brûlure fut immédiate. Avant qu'il ne puisse reculer, un accès latéral s'entr'ouvrit un instant, laissant échapper une lueur aveuglante qui éclaira les arbres autour de lui. Stephen crut distinguer des silhouettes mouvantes à l'intérieur, mais la lumière était trop intense. Soudain, l'appareil se souleva. Un souffle brûlant jaillit d'une grille circulaire et frappa Stephen au torse, lui infligeant des brûlures graves et un motif étrange gravé dans sa peau. Pris de panique et de douleur, il tenta de regagner la route en trébuchant entre les rochers. Le second engin s'éloigna à toute vitesse, disparaissant dans le ciel en quelques secondes. Lorsque les secours arrivèrent après qu'il eut réussi à alerter les autorités, ils trouvèrent Stephen affaibli mais lucide. Il répétait que les engins semblaient observer la zone avant son approche, comme s'ils cherchaient quelque chose dans la forêt. L'affaire attira rapidement l'attention, au point que des équipes scientifiques canadiennes et américaines furent envoyées pour analyser les lieux, étudier les brûlures et examiner les résidus métalliques retrouvés au sol. Malgré toutes les analyses, aucune explication définitive ne fut donnée. Stephen resta marqué à vie par ses blessures et par l'étrange silence qui suivit l'enquête, convaincu que ce qu'il avait vu dépassait largement les connaissances humaines de l'époque. Il y a une chose que beaucoup de gens ignorent quand ils parlent de Jake Barbey, son histoire n'est pas apparue d'un coup,
comme une révélation tombée du ciel. Elle s'est construite morceau par morceau, au rythme des confidences, des contradictions, et de cette aura de malaise palpable qu'ont souvent ceux qui portent un secret trop lourd depuis trop longtemps. Jake Barbet, au départ, c'est juste un type de l'Air Force. Pas une légende, pas un héros de film, pas le gars qu'on imagine au cœur d'un programme caché. Il est jeune quand il signe, comme beaucoup, pour servir. Le cliché habituel, discipline, rigueur, mission logistique, rien de spectaculaire. Sauf qu'à un moment, on commence à le solliciter pour des récupérations. Ce sont des opérations simples en apparence, sécuriser un site, enfermer un périmètre, rapporter ce qu'on trouve à un hangar qui n'a même pas d'insigne. Le premier contact avec ça, selon ses propres mots, c'est lors d'un crash dans une zone désertique. On lui dit « objet expérimental ». Il y croit, jusqu'à ce qu'il s'approche suffisamment pour comprendre qu'il n'y a rien d'expérimental là-dedans, pas au sens humain du terme. Pas d'aile, pas de rotor, pas de propulsion. Pas même une ouverture visible. Une coque, lisse, comme soufflée d'un seul bloc. L'équipe scientifique, arrivée plus tard, parlait en chuchotant. Chose étrange, personne ne lui demandait jamais son analyse, mais tout le monde observait sa réaction. C'est après cette mission que les choses dérapent. On commence à l'envoyer de plus en plus souvent sur des opérations similaires. Des objets de tailles différentes, parfois à moitié enfouis, parfois presque intacts. À chaque fois, les mêmes consignes, aucune photo personnelle, rien sur les radios, et si quelqu'un demande, c'est un exercice. Barbet a l'impression d'être devenu invisible, on le déplace, on évite les questions, on lui colle des missions nocturnes. Les supérieurs, eux, sont nerveux. Beaucoup trop nerveux pour ceux qui devraient être des crash tests secrets. Et puis il y a cette fameuse conversation qu'il raconte toujours avec la même expression, entre la peur et la colère. Un officier, plus âgé, lui dit un soir, « Tu crois qu'on est les premiers ? Ces trucs, on en récupère depuis plus longtemps que toi et moi réunis. Et personne n'est censé comprendre ce qu'on transporte. » Cette phrase lui reste en tête pendant des années. Les choses empirent lorsqu'il participe à une récupération dans une région montagneuse. Cette fois, l'objet n'est pas vide. Il ne dit jamais clairement ce qu'il a vu, mais il évoque des formes organiques et un silence tellement oppressant que même les vétérans de l'équipe refusaient d'approcher. Ce soir-là, d'après lui, 2 hommes en civil, jamais revus ensuite, menacent à demi-mot qu'il a déjà trop posé de questions. C'est le début de la fin. Barbet demande une réaffectation, on lui refuse. Il commence à faire des crises d'angoisse. À un moment, il perd même la notion du sommeil, cauchemar, flash, bruit de métal qu'il jurerait entendre la nuit. Lorsque finalement il quitte l'armée, il dit avoir eu l'impression qu'on l'autorisait à partir, comme s'il n'était plus utile. Le plus étrange, c'est ce qui se passe après. Il reçoit des messages anonymes lui rappelant qu'il a signé des engagements de confidentialité. Il croise plusieurs fois des voitures banalisées stationnées près de chez lui. Un de ses anciens collègues meurt dans un accident improbable, officiellement une chute, officieusement, un avertissement. C'est ce moment qui le pousse à parler. Il dit qu'il préfère raconter tant qu'il le peut encore, plutôt que de disparaître en silence. Depuis qu'il s'exprime publiquement, tout est devenu un champ de bataille numérique. Certains disent qu'il est fou. D'autres pensent qu'il est l'un des rares à oser parler d'un programme dont l'existence même serait niée même au plus haut niveau. Lui, de son côté, n'a jamais changé de version. Pas un détail ne varie. Seulement une tristesse lancinante, comme s'il vivait avec la certitude qu'il a vu quelque chose qu'un être humain n'est pas censé voir. Et ce qui rend l'histoire vraiment dérangeante, ce n'est pas ce qu'il révèle, c'est ce qu'il dit ne pas pouvoir révéler. Ce qu'il laisse entendre entre les lignes. Comme si la partie racontée n'était que la couche superficielle d'un secret bien plus vaste, quelque chose qui dépasse les technologies inconnues et touche à la nature même de ce que nous croyons être seuls. Jake Barbet ne demande pas qu'on le croie. Il dit simplement qu'il n'a plus rien à perdre. Et c'est peut-être ça, le détail qui effraie le plus.
Une théorie possible explique pourquoi nous ne voyons peut-être aucune sonde de von Neumann parcourir la galaxie. Avec le temps, les dommages causés par le rayonnement, les inversions de bits et les erreurs de réplication finissent par détruire ou altérer chaque copie. Aucun matériau ne peut arrêter les rayons cosmiques éternellement et aucune correction d'erreur n'est parfaite sur des millions d'années sans atteindre les limites thermodynamiques. L'onde d'expansion finit donc par mourir bien avant que la galaxie entière soit saturée de sondes. Une fraction infime de ces machines peut tout de même parcourir des dizaines voire des centaines de milliers d'années-lumière avant leur échec final. Celles qui arrivent jusqu'à nous sont déjà anciennes, profondément abîmées et proches de l'agonie. Elles ne transportent aucun équipage et n'ont aucune capacité offensive. Elles ne sont que des instruments d'observation envoyés par une civilisation si lointaine qu'elle n'apprendra jamais qu'une de ses créations a fini son existence près de notre monde. Nous ne découvrons que les versions défaillantes ou à l'instant même où elles commencent à se désintégrer. Toutes sont encore intactes et conçues pour disparaître aux yeux des autres et pour glisser dans l'espace sans jamais révéler son existence. Mais une sonde endommagée peut perdre ses routines de furtivité et de contrôle de vol alors que sa propulsion fonctionne encore un peu. Elle devient soudain visible, imprévisible et incapable de se cacher. Si l'on pousse cette idée plus loin, on peut imaginer que certaines de ces sondes, dans leur dernier instant, tentent encore de remplir leur mission. Elles enregistrent les signaux d'une étoile jeune ou analysent l'atmosphère d'une planète habitée sans plus comprendre ce que ces données signifient. Leur mémoire se fragmente et les segments de leur conscience mécanique tournent en boucle. Certaines finissent par dériver dans les courants gravitationnels et se font capturer par des systèmes inconnus. D'autres continuent malgré tout à envoyer des messages adressés à leur créateur, messages qui ne seront jamais reçus, s'évanouissant dans le bruit de fond cosmique. Il est même possible que des civilisations émergentes, comme la nôtre, interprètent ces épaves comme des menaces ou des anomalies alors qu'il ne s'agit que de reliques perdues d'êtres qui, très loin d'ici, croyaient peut-être encore que leur machine sillonnait la galaxie avec précision. Cette théorie ne tient que si aucune civilisation ne découvre un moyen d'échapper à ces obstacles fondamentaux comme un véritable voyage supraluminique, des trous de verre maîtrisés, un blindage parfait contre les rayons cosmiques ou une informatique entièrement réversible et sans erreur à grande échelle. Bref, il faut que nul n'atteigne un niveau où la perfection technique romprait le cycle de l'usure cosmique. David Grusch est l'un de ces personnages qui arrivent toujours au pire moment pour ceux qui préfèrent que certaines choses restent enfouies. Quand il émerge, il ne le fait pas avec des vidéos floues ou des spéculations de passionnés, il arrive avec un CV blindé. Renseignements, UAP Task Force, dossiers classifiés, accès aux programmes spéciaux. Le genre de mec qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main en le traitant de rêveur ou de complotiste. Et c'est justement ça qui rend son histoire si inconfortable. À l'origine, Grusch n'a rien du lanceur d'alerte hollywoodien. C'est un gars méthodique, presque trop sérieux. Les collègues disent qu'il a une mémoire d'encyclopédie, qu'il ne plaisante presque jamais, qu'il note tout. Le genre de profil que l'armée adore parce qu'il ne laisse pas de zone d'ombre. Et c'est presque ironique, quand on pense à ce qu'il finira par révéler. Tout commence lorsqu'il bosse sur les programmes UAP pour les agences de renseignement. Au départ, c'est du travail classique, analyser des rapports, trier les observations crédibles des délires, faire le lien entre différentes branches militaires. Mais au fil des mois, il remarque un motif bizarre, certains rapports disparaissent. Certains accès lui sont refusés sans explication. Certaines personnes changent brusquement de sujet quand il pose la mauvaise question. Pas le genre de comportement habituel dans un environnement où toute info non partagée est considérée comme une faille de sécurité nationale. Le déclic arrive lorsqu'il tombe sur ce qu'il décrit comme des témoignages crédibles, convergents, concordants, mais surtout un réseau de personnes internes qui affirment depuis des années qu'il existe des programmes cachés, très cachés, dédiés à la récupération et à l'étude de technologies non humaines. Pas juste des drones étrangers. Pas juste des prototypes expérimentaux. Non, des engins qui ne se comparent à rien de terrestre. Parfois entiers, parfois endommagés, parfois accompagnés de choses qu'il ne détaillera jamais publiquement mais qui hantent clairement son regard quand il parle. Selon lui, ces programmes fonctionneraient en dehors du contrôle du Congrès, ce qui est, pour un agent du renseignement formé à la chaîne de commandement,
une violation inacceptable. Grusch n'est pas un rebelle. Il n'est pas du genre à vouloir tout brûler. Il est juste obsédé par l'idée d'un gouvernement parallèle où des groupes très spécifiques stockeraient des secrets qui ne leur appartiennent pas. Lorsqu'il commence à creuser sérieusement, il dit qu'il se heurte à quelque chose de massif. Des décennies de compartimentation. Des entreprises privées impliquées. Des budgets dont on ne voit que la surface. Et, surtout, des menaces plus ou moins directes pour qu'il arrête de fouiller. À partir de là, Grusch prend conscience que sa carrière est peut-être déjà finie. Le point de bascule arrive lorsqu'un ancien collègue lui raconte ce qu'il a vu lors d'une récupération, un objet contrôlé par une intelligence non humaine, intact, entreposé dans une installation dont personne n'est censé savoir l'existence. Grusch rapporte que l'homme qui lui a confié cela pleurait. Pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il pensait qu'il avait participé à quelque chose de moralement injustifiable. À ce stade, Grusch comprend qu'il a deux choix, se taire, ou faire exactement ce qu'on lui a appris pendant des années, c'est-à-dire signaler toute activité illégale au sein du gouvernement. Il choisit de parler. Il suit les procédures, dépose un rapport au sein de l'inspection générale. Et immédiatement, sa vie bascule. Des intimidations. Des pressions. Des gens qui lui font comprendre que, même s'il respecte la loi, il est en train de marcher sur un terrain miné. Lorsqu'il apparaît publiquement, personne ne s'attendait à ça. Pas lui, pas le Congrès, pas les agences. Il arrive dans l'audition avec l'attitude d'un homme qui n'a plus rien à gagner. Il parle calmement, comme s'il décrivait une procédure standard. Oui, il existe des programmes de récupération d'engins non humains. Oui, le gouvernement les cache. Oui, des personnes ont été blessées physiquement en tentant d'en parler. Oui, il dispose de noms, de lieux, de dates, mais ne peut les divulguer qu'en environnement sécurisé. Le choc ne vient pas de ce qu'il dit. Le choc vient du fait qu'il a l'air absolument convaincu que la plus grosse partie de l'histoire n'a pas encore été racontée. Comme s'il ne révélait que la surface, par prudence ou par obligation. Et ce qui dérange le plus, c'est que, contrairement à d'autres témoins, Grusch ne décrit jamais ses propres visions d'OVNI. Il ne cherche pas à convaincre. Il dit simplement ce qu'il a découvert via d'autres. Un messager, pas un prophète. Depuis, sa vie est devenue un mélange de surveillance, de doute public, d'appui discret, et de cette impression permanente qu'il sait beaucoup plus que ce qu'il peut dire. Il n'a jamais varié d'un millimètre. Pas une contradiction. Pas un revirement. Juste cette détermination froide de quelqu'un qui estime que la vérité appartient au public, pas à ceux qui la confisquent. L'histoire de Grusch n'effraie pas parce qu'elle parle d'extraterrestres. Elle effraie parce qu'elle parle d'un système qui pourrait cacher quelque chose d'immense pendant des décennies, sans jamais en rendre compte à personne. Et que l'homme qui ose lever le voile n'est pas un illuminé, mais un spécialiste formé, méthodique, qui en connaît trop pour qu'on l'ignore. Et si son calme est sincère, si tout ce qu'il dit n'est qu'une fraction de ce qu'il sait réellement, alors ce qu'il reste dans l'ombre est probablement bien plus perturbant que tout ce qu'on imagine. J'ai toujours voulu raconter cette histoire. Rien que d'y penser, j'en ressens encore cette peur profonde qui remonte de ma poitrine. C'était dans le nord de l'Arizona. J'étais avec 6 autres personnes et nous roulions pour aller faire du snowboard. Il devait être environ 23 heures. La route traversait une forêt dense plongée dans une obscurité totale. Les phares semblaient se perdre dans le vide. Soudain, la voiture devant nous freina brusquement. Notre conducteur poussa un cri étouffé qui fit sursauter tout le monde. Un immense vaisseau surgit au-dessus de la ligne des arbres. Un disque gigantesque débordait de couleurs pulsantes, comme si plusieurs moteurs se superposaient et tournaient en spirale. Les arbres se courbaient sous une force invisible. Dans la voiture, plusieurs voix se chevauchaient et répétaient « Tu le vois, dis-moi que tu le vois ». L'instant d'après, l'objet se plia sur lui-même avec une violence silencieuse qui déformait l'air autour. Il disparut dans le ciel comme s'il n'avait jamais existé. Nous avons roulé 3 heures en silence absolu. Personne n'osait parler. Plusieurs fois,
j'ai vu dans le rétroviseur un de mes amis ouvrir la bouche sans parvenir à former une phrase. Quand nous sommes enfin arrivés à Pintop, une vieille cabane en bois nous attendait. Les autres se sont endormis presque immédiatement, épuisés ou peut-être écrasés par ce qu'ils avaient vu. Moi, je n'arrivais pas à me détacher de cette sensation de danger imminent, comme si quelque chose nous avait suivis depuis la forêt. Allongé dans mon lit, je sentis soudain la température chuter. Le froid envahit la pièce d'un seul coup. J'eus l'impression que le temps se bloquait autour de moi. Mon corps refusa de bouger. Des pas résonnèrent dans la maison. Ils avançaient lentement, comme si quelqu'un explorait chaque pièce. Une vibration profonde s'infiltra dans les murs et parcourut tout le chalet. Elle me traversa la poitrine au point de me couper le souffle. L'air vibrait comme une corde tendue. L'instant suivant, tout s'arrêta. Le froid s'évapora. Les pas cessèrent. Je restai éveillé, incapable de fermer les yeux, jusqu'au lever du soleil. Mon frère dormait dans la pièce voisine, et les 5 autres étaient là aussi. Le lendemain matin, chacun évitait de croiser le regard des autres. On ne voulait pas être celui qui poserait la première question. Cette nuit a transformé ma vie. Et ce qui est le plus étrange, c'est que ce n'était pas un événement isolé. D'autres expériences ont suivi, chacune me forçant à remettre en question ma propre réalité, comme si quelque chose essayait de me montrer un visage du monde que la plupart des gens ne verront jamais. L'histoire d'Alexander Hamilton n'a rien à voir avec la politique ou la fondation des États-Unis. C'est l'histoire d'un fermier tranquille du Kansas de la fin du XVIe siècle, un homme sans aucun penchant pour la fantaisie, qui va se retrouver au cœur d'un des récits les plus étranges, et les plus moqués, de l'ère des airships de 1897. Et pourtant, si on relit tout ça aujourd'hui, c'est difficile de ne pas sentir une ambiance bizarre, presque moderne. Comme si ce qui commence comme une anecdote ridicule cachait quelque chose de beaucoup plus troublant. On est en avril 1897, à Leroy, une petite ville perdue dans la ruralité américaine. Le pays entier parle d'observations d'aéronefs mystérieux, des lumières dans le ciel, des dirigeables trop avancés pour l'époque, des engins silencieux. Hamilton, lui, ne se soucie pas de tout ça, il s'occupe de sa ferme, de sa famille, de son bétail. Rien ne le destine à entrer dans les journaux. Jusqu'à cette nuit-là. Hamilton dit qu'il se réveille à cause du vacarme dans sa grange, un bruit métallique, lourd, presque mécanique. Il pense d'abord à un voleur, ou à une bête sauvage. Il sort, il prend une lampe, et il marche vers le bruit. Sauf que ce qu'il voit à ce moment-là n'a absolument rien à voir avec quelque chose de terrestre. Au-dessus du champ, selon son témoignage, flotte un engin immense, en forme de cigare, long comme une maison, éclairé par des lumières brillantes. Pas un dirigeable, dit-il, un truc différent, trop silencieux, trop propre, trop anormal. Sous l'appareil, une sorte de câble descend jusqu'à l'une de ces vaches, qui hurle de panique. Et là, devant Hamilton, abasourdi, l'engin commence littéralement à soulever la vache dans les airs. Le détail qui rend l'histoire encore plus dérangeante, c'est que Hamilton n'est pas seul. D'autres habitants, dont des membres de sa propre famille, voient la scène. L'engin flotte quelques secondes, puis s'éloigne lentement, disparaissant dans le ciel noir avec sa prise. Le lendemain matin, Hamilton retrouve des traces, une clôture brisée, des marques au sol, et aucun signe de l'animal. C'est seulement plus tard qu'un rancher de l'autre côté de la région découvre une carcasse mutilée, dépecée de manière étrange, sans sang, comme si l'animal avait été analysé plus que dévoré. Il affirme que la vache porte encore le branding de Hamilton. Et là, l'histoire explose. Hamilton envoie une lettre détaillée au journal Yates Center Farmers Advocate. La lettre est écrite dans un style formel, presque trop propre pour qu'on puisse la balayer comme un délire. Les gens du coin connaissent Hamilton, c'est un type sérieux, pieux, pas le genre à inventer quoi que ce soit. Il n'a rien à gagner. Rien. Et pourtant il raconte l'un des récits les plus étranges jamais publiés par un fermier américain. Très vite, l'histoire devient virale, pour l'époque. On parle de la vache kidnappée, on rigole,
on caricature. Les sceptiques disent que c'est une farce, ou un canular d'ivrogne. Mais aucun des témoins n'a jamais varié dans ses déclarations. Et surtout, les preuves matérielles, clôture endommagée, bêtes retrouvées loin, marques cohérentes, ne cadrent pas avec un simple canular de village. Le plus troublant, c'est le contexte. 1897 est rempli de rapports d'observation d'appareils inconnus, bien avant que l'aviation moderne n'existe. Des engins trop avancés pour l'époque, vus à travers plusieurs États. Et au milieu de cette vague, l'histoire d'Hamilton sort du lot, ce n'est pas « j'ai vu une lumière ». C'est « j'ai vu quelque chose interagir physiquement avec le monde ». Une action intentionnelle. Une récupération. Aujourd'hui encore, les folkloristes, les ufologues et même certains historiens considèrent cette lettre comme l'un des premiers récits détaillés d'une rencontre du second type, et peut-être même d'un prototype de ce qu'on appellera plus tard une abduction bovine, phénomène moderne observé depuis les années 1970, avec les mêmes caractéristiques étranges. Hamilton n'a jamais changé de version. Il n'a jamais cherché la gloire. Il n'a jamais écrit de suite. Il a juste raconté ce qu'il a vu, puis a vécu le reste de sa vie en sachant que, pour beaucoup, il resterait l'homme dont la vache a été volée par un dirigeable. Mais pour ceux qui regardent l'histoire avec un peu moins de sarcasme et un peu plus de recul, l'affaire a quelque chose d'inquiétant. Comme si, un siècle avant les témoignages modernes, quelqu'un avait déjà levé le voile sur un comportement répété, systématique, qui n'a jamais vraiment cessé. Et la question qui dérange, c'est celle-ci. Si Hamilton disait la vérité, alors ce qu'il a vu cette nuit-là n'était pas un dirigeable, ni un canular, mais l'une des premières manifestations documentées d'une technologie inconnue qui s'intéressait déjà à nous, ou plutôt à notre bétail, bien avant que nous soyons technologiquement capables de la comprendre. Une histoire qui semble ridicule jusqu'au jour où elle ne l'est plus du tout. La chercheuse suédoise Beatrice travaillait depuis des mois sur un projet entouré de secrets. Un jour, son porte-parole fit une apparition publique inattendue et affirma qu'ils avaient découvert quelque chose d'une gravité telle qu'ils envisageaient sérieusement de ne jamais le dévoiler. Il insista sur le fait que l'information devait peut-être être dissimulée le plus longtemps possible. Après cette déclaration mystérieuse, Béatrice et lui disparurent complètement du paysage médiatique. Aucun d'eux ne proposa la moindre précision. Sur certains forums, des curieux commencèrent à échafauder l'idée que leur découverte concernait des formes de vie extraterrestres qui surveilleraient les États-Unis à cause d'anciens essais nucléaires. Pendant que l'affaire Béatrice alimentait le doute, le New York Post publia la théorie d'Avilub. Selon lui, le nouvel objet interstellaire repéré récemment pourrait être une sorte de vaisseau-mère d'origine extraterrestre qui se dirigerait vers la Terre avec des intentions potentiellement hostiles. L'article créa un courant d'inquiétude dans le public et encouragea plusieurs journalistes à fouiller de leur côté. Un astrophysicien indépendant affirma même qu'il avait déjà observé des trajectoires similaires mais qu'on lui avait demandé de garder le silence. Certaines personnes commencèrent alors à relier les deux histoires. Elles se demandaient si ces récits n'étaient pas en train de préparer le terrain à une fausse annonce d'invasion extraterrestre. Dans des salons de discussion en ligne, quelques analystes amateurs suivirent de près la réaction des podcasteurs spécialisés dans les ovnis. Ils étaient convaincus qu'à partir du moment où certains influenceurs bien identifiés se mettraient à relayer en chœur les mêmes affirmations, on pourrait comprendre exactement qui essayait de pousser un récit construit. Au milieu de tout cela, plusieurs internautes évoquèrent Kelly Chase, animatrice du podcast The UFO Rabbit Hole. Beaucoup espéraient qu'elle accepterait enfin de raconter publiquement quel membre du gouvernement l'aurait approchée pour lui demander de diffuser ce qu'elle considère aujourd'hui comme de fausses informations et surtout quelles étaient ces informations. Certains affirmaient qu'elle possédait un enregistrement d'une conversation privée contenant des instructions précises. D'autres racontaient qu'elle attendait simplement le bon moment pour tout révéler, peut-être en même temps que la prochaine saison de son émission. Pendant que ces spéculations prospéraient, plusieurs journalistes commencèrent à surveiller de près ses réseaux sociaux, convaincus qu'elle finirait par laisser échapper un indice sur cette affaire trouble. L'incident de Pascagoula est particulièrement déroutant. 2 pêcheurs affirment avoir été enlevés puis examinés par des êtres non humains. Ensuite ils sont emmenés au poste pour être interrogés.
Quand la police quitte la salle, elle les laisse seuls en activant un enregistrement secret pour vérifier s'ils allaient avouer une mise en scène ou contredire leur déclaration. Pourtant les deux hommes restent plongés dans la même discussion que celle qu'ils avaient tenue devant les autorités, encore sous le choc, encore incapables de comprendre ce qu'ils ont vécu et répétant que personne ne les croirait et qu'ils ne savaient même pas comment ils allaient réussir à dormir cette nuit-là. Leur échange donne la sensation d'une peur spontanée sans mise en scène et ils semblent convaincus d'avoir réellement traversé quelque chose qu'ils n'arrivent pas à rationaliser. Ce qui rend ce dossier presque hypnotisant est la réaction émotionnelle brute captée par le micro. On n'a pas affaire à deux personnes en train de bricoler un récit pour le rendre plus crédible. On entend plutôt deux individus qui cherchent à se rassurer l'un l'autre et qui reviennent constamment à la même inquiétude. Ils n'arrivent pas à se détacher des images mentales qu'ils disent avoir vues. Il y a cette hésitation nerveuse dans leur voix, cette façon de se demander ce qu'ils doivent faire désormais et ce réflexe de revenir au sentiment d'impuissance comme si la situation venait de les dépasser entièrement. Que l'on croit ou non au récit, ce moment capturé enregistre une forme de panique sincère qui ne ressemble pas à la dynamique habituelle d'un canular. Au-delà de cet enregistrement se trouve aussi la manière dont leur vie a basculé après l'affaire. Ils n'ont pas cherché à obtenir de l'argent ni une forme de reconnaissance publique. Ils ont déclaré ce qu'ils pensaient avoir vécu et tout ce qui a suivi n'a fait qu'amplifier leur malaise. Les moqueries de la communauté locale, les interrogations médiatiques, l'intérêt des ufologues et surtout l'effondrement de leur tranquillité quotidienne. Rien dans leur comportement ultérieur ne s'aligne avec l'image typique des personnes cherchant la notoriété. L'un d'eux est resté marqué toute sa vie et revenait difficilement sur l'incident tant il en parlait avec une charge émotionnelle qui ne laissait pas l'impression d'une histoire répétée pour divertir. L'histoire elle-même soulève des questions étranges. Leur description des êtres est inhabituelle, loin des représentations populaires des extraterrestres. Leur attitude face aux enquêteurs est presque résignée, comme s'ils avaient compris qu'ils ne pouvaient rien faire pour embellir ou rendre acceptable ce qu'ils racontaient. Ils semblent comprendre que leur témoignage est trop bizarre pour être accueilli avec sérieux. Cette conscience de l'absurdité apparente de leur expérience est précisément ce qui donne une couche supplémentaire de crédibilité psychologique. Les inventeurs d'histoires ont en général tendance à trop en faire ou à vouloir convaincre coûte que coûte. Eux sont submergés par l'idée qu'on ne les croira jamais. Ce qui reste fascinant est cette zone grise où le récit se maintient depuis des décennies. Les deux hommes n'ont jamais produit de version contradictoire. Leurs réponses sont restées stables pendant des années malgré la pression sociale et le temps qui passe. Il n'y a pas non plus d'éléments matériels pour rendre le cas concluant et cela laisse l'affaire dans un entre-deux troublant. L'incident n'offre ni la satisfaction d'une preuve solide ni la simplicité d'un mensonge facilement démontable. Il flotte dans un espace où la réaction humaine enregistrée au poste de police semble plus marquante que l'événement lui-même. Cette histoire m'est arrivée il y a environ 5 ans dans la ville d'Uberlândia au Brésil. À cette époque j'utilisais Tinder et j'y ai rencontré une fille avec qui le contact est rapidement passé. On s'est retrouvés dans un petit restaurant tranquille, on a parlé pendant des heures et une complicité naturelle s'est installée. Plus la soirée avançait, plus je me sentais à l'aise avec elle, comme si je la connaissais déjà. Après notre repas, elle m'a invité chez elle et j'ai accepté sans hésiter. Nous avons fini par nous rapprocher intimement et une fois calmés, nous nous sommes mis à parler de nos vies, un peu comme si la nuit nous invitait à ouvrir des portes plus profondes. Je me sentais suffisamment en confiance pour rester dormir chez elle. C'est alors qu'elle m'a confié quelque chose qui m'a surpris. Depuis son enfance, elle serait en contact avec une sorte d'être venu d'ailleurs. Elle m'a raconté qu'elle avait été enlevée lorsqu'elle était encore une petite fille, mais qu'elle n'en gardait pas de peur. Au contraire, elle les percevait comme des créatures lumineuses animées par une forme de bienveillance presque maternelle. Selon elle, il l'avait toujours guidée, parfois de manière subtile, parfois avec une présence plus directe, comme si quelqu'un veillait sur elle dans l'ombre de sa vie. Au milieu de la nuit, elle s'est arrêtée de parler et m'a regardé d'un air concentré. Elle m'a expliqué qu'elle sentait leur présence tout près et qu'il fallait aller sur le balcon pour observer le ciel. Je l'ai suivie par simple curiosité et aussi parce que je pensais qu'elle avait simplement une imagination particulière. Je ne croyais pas vraiment à son histoire à ce moment-là et j'étais même un peu amusé par son sérieux. Quand j'ai levé les yeux vers le ciel, mon amusement a disparu instantanément.
Une dizaine de lumières se déplaçaient à grande vitesse, changeant de direction sans logique apparente, comme des points lumineux libres de toute contrainte physique. J'ai senti la peur monter en moi d'un seul coup et je l'ai serrée contre moi sans réfléchir. Elle m'a calmé en me disant que ces lumières n'étaient que les êtres qu'elle connaissait depuis toujours, qu'ils venaient simplement voir si elle allait bien et qu'ils ne nous feraient aucun mal. À un moment, l'une des lumières s'est détachée du groupe et a glissé dans notre direction. Elle s'est arrêtée juste au-dessus du balcon et un faisceau clair est descendu lentement sur nous. C'était comme une impression de scanner silencieux qui fouillait l'air autour de nos corps. J'ai eu l'impression que le temps s'étirait pendant ce bref moment qui n'a pourtant duré que quelques secondes avant que la lumière ne remonte brusquement vers le ciel et disparaisse. L'ensemble de la scène n'a pas duré plus de 5 minutes mais elle n'a jamais quitté ma mémoire. Je revois encore les lumières dans le ciel comme si c'était arrivé hier. J'ai fini par m'endormir chez elle malgré la peur qui restait collée à ma peau. Par la suite, nous nous sommes revus quelques fois avec une certaine gêne de ma part. Je crois que je me suis peu à peu éloigné parce que je ne savais pas comment gérer ce que j'avais vécu. Je raconte cela ici parce que je sais que les gens ouverts peuvent comprendre sans jugement. Chaque fois que j'ai essayé d'en parler autour de moi, on s'est moqué de moi comme si j'étais devenu fou. Pourtant tout est encore là dans ma tête sans le moindre flou, comme un souvenir trop net pour être inventé. L'incident de l'école Ariel me fascine surtout parce qu'une partie des enfants qui étaient présents ce jour-là continuent une fois adultes d'affirmer que tout ce qu'ils ont décrit est authentique. Le temps aurait dû effacer la précision de leurs souvenirs ou au moins atténuer leur certitude et pourtant plusieurs d'entre eux maintiennent le même récit avec une cohérence étonnante. Cette persistance rend l'affaire difficile à classer dans les catégories habituelles parce qu'elle ne s'effondre pas sous le poids de l'oubli ou de la contradiction comme le feraient la plupart des histoires construites enfants. Ce qui frappe d'abord est que ces témoins n'ont jamais semblé tirer un quelconque avantage de leur témoignage. Beaucoup d'entre eux ont construit leur vie loin des projecteurs et n'ont aucun intérêt évident à maintenir une histoire qui les place souvent dans une position inconfortable. Lorsque certains reviennent sur les lieux pour des documentaires ou des interviews, ils ne montrent pas la dynamique habituelle d'un récit enjolivé. On voit plutôt une hésitation sincère, un mélange d'émotion et de gêne. Certains expliquent qu'ils préféreraient que tout cela n'ait jamais eu de conséquences sur leur vie mais qu'ils n'ont jamais trouvé de raison valable de renier ce qu'ils pensent avoir vécu. L'un des aspects les plus intrigants est l'uniformité relative des témoignages malgré le jeune âge des enfants au moment des faits. Les récits présentent des variations naturelles mais les grandes lignes restent identiques même lorsque les témoins ne se sont pas revus pendant des décennies. Les descriptions de la scène, du mouvement étrange des figures et du sentiment de communication non verbale reviennent régulièrement. On peut bien sûr expliquer certains de ces détails par un phénomène de contagion psychologique propre au groupe d'enfants mais on ne peut pas ignorer le fait que ces souvenirs sont restés solides au fil du temps sans qu'une version dominante ne soit imposée par l'un d'entre eux. Le rôle de l'environnement éducatif et social du Zimbabwe des années 1990 ajoute une couche de complexité. Il ne s'agissait pas d'un groupe obsédé par la science-fiction, ni d'enfants baignés par une culture d'extraterrestres omniprésente comme cela pourrait être le cas ailleurs. Les récits initiaux montrent des enfants qui peinent à décrire ce qu'ils auraient vu à l'aide de leurs référents limités. La manière dont ils dessinent la scène témoigne d'une tentative d'expliquer un moment qui les a profondément marqués mais qu'ils ne savent pas formuler dans des mots simples. La persistance du témoignage à l'âge adulte soulève une réflexion sur la nature même du souvenir. Certains de ces témoins affirment qu'ils n'ont jamais réussi à intégrer cet événement dans une vision du monde rationnel et qu'ils préfèrent simplement admettre qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Leur sincérité émotionnelle, parfois palpable, donne au dossier un poids psychologique que l'on ne retrouve pas dans la plupart des récits d'observation aérienne. Il n'est pas fréquent que des enfants qui ont grandi dans des environnements complètement différents continuent d'articuler une expérience aussi inhabituelle avec une certitude aussi linéaire. Il ne faut pas pour autant conclure que l'incident représente un événement d'origine extraterrestre. Ce qui retient l'attention n'est pas la nature du phénomène mais la manière dont il a traversé le temps dans les mémoires des témoins. L'affaire ressemble davantage à une étude sur la persistance de la perception, sur la manière dont un groupe partage un événement qui dépasse ses outils cognitifs et sur la façon dont ses souvenirs s'ancrent durablement. Je n'ai jamais parlé de cette histoire,
mais quand j'étais enfant j'ai vécu quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que d'autres programmes compartimentés ont fait avec des enfants. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais en grandissant mon père faisait un travail ultra secret pour le gouvernement. Il travaillait pour le ministère de la Justice, puis a été transféré vers une autre agence. Je ne sais pas laquelle, seulement qu'il passait beaucoup de temps sur la base de l'Académie navale et en Virginie. Il ne me disait presque rien de son travail, sauf que c'était très important et que je pourrais peut-être faire ce qu'il faisait un jour. Quand j'avais environ 8 ou 9 ans, un jour mon père m'a emmené pour un voyage en voiture complètement inattendu vers New York. Ce n'était pas rare qu'il parte comme ça, mais ce qu'il était, c'est que je l'accompagne quand le voyage était improvisé. Je me souviens être allé avec lui dans un bâtiment d'affaires très banal et d'avoir dû passer plusieurs points de sécurité. Cela m'avait paru étrange car en général je devais simplement attendre dans un hall avec quelques gardes. Le dernier point de sécurité ressemblait à un bureau avec un grand comptoir occupé par une administratrice, quelques chaises et une porte menant vers un couloir. Mon père devait parler à des personnes derrière cette porte, puis ils ont voulu me parler à moi aussi. Je me souviens bien de ce moment car je pensais que j'avais fait une grosse bêtise et que j'allais être sévèrement réprimandé. Une femme noire à la peau claire m'a invité dans une pièce qui ressemblait à une salle de conférence, avec une table et quelques chaises, juste derrière la porte. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'ils m'ont demandé, seulement que les questions paraissaient très innocentes. Elles portaient sur moi, ce que j'aimais faire et ma manière de percevoir le monde. Cela semblait anodin et j'étais surtout soulagé de ne pas être puni. Après cette visite et d'autres rendez-vous étranges chez des psychologues, dont un pour passer un test de QI, sans que je sache pourquoi, mon père nous a déménagés à Annapolis dans le Maryland. C'est là que tout devient bizarre et une grande partie de mes souvenirs de cette époque est floue. Nous vivions près d'une route appelée Defense Highway et je n'oublierai jamais une installation située un peu plus loin. J'en ai des souvenirs vagues, sans savoir pourquoi. Le souvenir le plus clair concerne une nuit que mon père prétend aujourd'hui ne pas se rappeler et que moi je ne peux pas oublier, même si je ne sais pas ce qui a conduit à ce moment. Il faisait nuit et j'avais très peur. Je courais pour une raison inconnue et des hommes me poursuivaient en me criant de m'arrêter. Au début je pensais faire un cauchemar, mais je me suis vite rendu compte que je courais vraiment et que c'était la réalité. J'ai comme émergé d'un trouble et j'ai pris conscience de ce qui se passait. En passant devant un parking, je me suis retourné pour voir qui me poursuivait. J'ai vu plusieurs hommes tout en noir, portant des gilets, qui venaient vers moi. Il y avait aussi une antenne parabolique et un grand bâtiment. Je me suis mis à courir encore plus vite. Je sais où se trouve cet endroit uniquement grâce à ce souvenir, car j'ai fini par atteindre la route à travers les arbres et j'ai reconnu l'endroit grâce au trajet du bus scolaire que je prenais chaque jour. J'ai couru jusqu'à la maison au milieu de la nuit complètement choqué et sans comprendre ce qui se passait. Nous vivions à une dizaine de minutes à pied, donc je suis arrivé vite. J'ai frappé à la porte jusqu'à ce que mon père descende. Il avait l'air confus et m'a demandé ce que je faisais dehors. Il m'a fait entrer et a évité toutes mes questions. Je lui ai demandé pourquoi j'étais dans ce bâtiment et il m'a répondu quel bâtiment. Je lui ai expliqué qu'il y avait un bâtiment en bas de la route et que je fuyais des hommes et il m'a dit « Ah, tu es tombé sur une propriété privée je suppose ». J'ai répété que je ne savais pas, que je ne comprenais pas comment j'étais arrivé là, ni pourquoi il était si tard. Il m'a rappelé que nous étions allés au centre commercial plus tôt dans la journée et qu'il m'avait laissé sur place pour que je rentre à pied. Cela arrivait parfois car ce n'était pas loin. Il m'a dit qu'ils étaient simplement allés se coucher et qu'ils pensaient que je rentrerais en temps voulu. Je sais que cela semble fou mais mes parents me laissaient une grande liberté quand j'étais enfant. Je marchais seul dans New York et je prenais le métro seul, donc rentrer à pied depuis le centre commercial n'était pas choquant. Et oui, il se couchait tôt parfois, mais jamais après m'avoir laissé quelque part. Je suis persuadé que mon père sait beaucoup plus qu'il ne l'admet et il nie complètement ce souvenir de cette nuit, ce que je ne crois pas, maintenant que j'ai des enfants moi-même. Un détail de plus. Après cette nuit j'ai commencé à avoir d'étranges crises où je perdais connaissance. J'ai été vu par plusieurs médecins, neurologues et psychiatres. Après environ 6 mois, les crises ont soudain cessé. Je ne crois pas être retourné à cette installation après cette nuit,
mais je suis certain d'y être allé plusieurs fois auparavant car j'ai d'autres souvenirs de l'extérieur de ce lieu en plein jour. Je viens de terminer une plongée approfondie dans l'un des récits d'enlèvement extraterrestres les plus glaçants et les mieux documentés de l'histoire. L'affaire de Barney et Betty Hill en 1961. Dès que l'on s'immerge dans les sources originales, les enregistrements hypnotiques, les rapports policiers et les témoignages successifs, on réalise que ce dossier n'a rien à voir avec les récits vagues et folkloriques qui ont émergé plus tard. Ici tout semble ancré dans une réalité psychologique et émotionnelle extrêmement dense. À aucun moment on a l'impression d'avoir affaire à un couple en quête de sensation ou d'attention publique. On a plutôt le sentiment de suivre deux personnes ordinaires happées par quelque chose qu'elles n'arrivent pas à expliquer et qui continue de les marquer des années après. La route nocturne qu'ils décrivent semble au départ n'être qu'un moment banal de leur retour de vacances. Puis il y a cette lumière inhabituelle dans le ciel qui les suit et qui adopte des trajectoires impossibles pour un avion de l'époque. On lit dans leurs témoignages une succession d'interrogations, de doutes et de tentatives de rationalisation. Ils veulent se convaincre qu'il s'agit d'un appareil militaire, d'un astre mal perçu, de n'importe quoi qui colle au monde connu. La tension monte à mesure que la lumière se rapproche et qu'ils sentent la situation leur échapper. Ce n'est pas seulement un récit étrange, c'est une description progressive de la perte de contrôle, ce moment où deux individus ordinaires se rendent compte que leurs outils cognitifs ne suffisent plus. La partie la plus troublante vient lorsqu'ils se réinstallent chez eux et que les effets psychologiques commencent à se manifester. Ils perçoivent des trous dans leur mémoire, des heures entières manquantes, une angoisse diffuse qui les hante sans raison claire. Leurs montres se sont arrêtées. Ils découvrent des marques circulaires sur la voiture. Betty fait des rêves récurrents qui ressemblent davantage à des souvenirs brisés qu'à des constructions oniriques. Leur comportement montre une dissonance profonde entre leur désir d'oublier et l'intuition que quelque chose de grave s'est produit. Rien ne correspond au comportement typique d'un canular. On y voit des gens en état de stress post-traumatique, incapables de formuler un récit cohérent mais persuadés que leur vie a déraillé à un moment donné sur cette route isolée. Les séances d'hypnose qui suivront donnent une dimension supplémentaire au dossier. Les enregistrements montrent deux personnalités différentes plongées dans une terreur authentique. Barney, pourtant rationnel et stable, se retrouve submergé par une panique brute qu'il n'arrive pas à contrôler. Sa voix tremble et se brise lorsqu'il décrit les figures humanoïdes qu'il voit à travers la jumelle. Il ne cherche pas à raconter quelque chose d'impressionnant. Il implore presque le thérapeute d'arrêter tellement il revit la scène intensément. Betty raconte davantage de détails mais ses descriptions suivent une logique interne cohérente et ne dérivent jamais dans un imaginaire riche ou changeant comme le ferait un récit inventé. On perçoit chez elle une forme de résignation triste, la sensation qu'elle aurait préféré ne jamais se souvenir. L'affaire n'est pas seulement fascinante en raison des témoignages mais aussi à cause de ce qu'elle révèle sur la manière dont notre esprit tente de traiter l'incompréhensible. Le couple n'avait aucune raison visible de créer une histoire de ce genre. Ils savaient que leur récit attirerait scepticisme, curiosité intrusive et stigmatisation. Ils ont essayé pendant longtemps de garder l'incident pour eux. Ce n'est qu'en étant dépassés par leurs symptômes émotionnels qu'ils ont finalement consulté. Même à ce moment-là, leur objectif était de trouver une explication psychologique plutôt que de valider une interprétation fantastique. En grandissant, mes parents me racontaient cette histoire glaçante à propos d'une rencontre avec un ovni qu'ils ont eu au milieu ou à la fin des années 90 près de la périphérie de Phoenix. Cela m'a toujours mis très mal à l'aise parce que je voyais bien qu'ils avaient peur. Je les connais et ils ont vraiment vu quelque chose d'inexplicable. Même aujourd'hui, avec les drones, ils n'ont jamais revu quoi que ce soit qui ressemble à ce qu'ils ont observé cette nuit-là. Dans l'espoir de savoir si quelqu'un d'autre connaît cette histoire, j'ai récemment recontacté ma mère et elle a été assez gentille pour m'envoyer un enregistrement audio de son expérience. Voici la transcription. J'espère que tu passes un bon vendredi et que vous allez passer un super week-end. J'espère que vous pourrez voir les 4 Fantastiques. Je crois que Nick est super excité et j'espère que toi aussi. Bon alors, l'histoire de l'OVNI. Oui, c'est une histoire vraie et j'ai encore un léger frisson quand j'en parle parce que c'était vraiment étrange.
Donc cela s'est passé, mon Dieu, je veux dire, avant la naissance de Nick. C'était peut-être en 1996 ou 1997, quelque chose comme ça. Nous rentrions de Californie vers l'Arizona où nous vivions à l'époque. Nous étions allés rendre visite à ma famille et nous faisions le trajet du retour. Ma sœur venait avec nous. Elle allait passer une semaine avec nous puis rentrer en avion. Elle était sur la banquette arrière et Steve conduisait. Je crois que c'est lui qui conduisait. Oui, je suis presque sûr que c'était lui. Et moi j'étais sur le siège passager. Nous étions encore, mon Dieu, je réfléchis à la distance. Je dirais à quelque chose comme 100 miles de Phoenix, dans une zone assez isolée hors de la ville, vraiment très loin. Il y a une centrale nucléaire dans ce secteur. Nous étions en train d'arriver vers cette zone. Au loin, de l'autre côté de la route, une lumière est apparue et elle faisait un mouvement circulaire étrange. La meilleure façon de la décrire, c'est qu'elle se déplaçait comme le ferait une grande roue. Si cela a du sens. La lumière montait puis repartait vers l'arrière en effectuant un mouvement circulaire vertical. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ? Je n'arrivais pas à comprendre ce que ça pouvait être parce que je n'avais jamais vu quelque chose bouger de cette façon. C'était comme une bande de lumière, peut-être 3 ou 4 lumières très vives, qui se déplaçaient d'une manière complètement incompréhensible. Rien ne bouge comme ça. En approchant, à un moment donné, j'ai l'impression que l'objet est descendu et qu'il s'est posé au sol. Et là on était complètement dépassé. On ne pouvait pas rationaliser ce que c'était. Nous continuions à nous en approcher et avant que nous arrivions à sa hauteur, l'objet est passé au-dessus de l'autoroute, de notre côté cette fois. Et à ce moment-là je me suis dit d'accord, c'est un objet volant. Mais c'était la fin des années 90. Il n'y avait pas vraiment de drone. Et celui-ci aurait été énorme si quelqu'un avait été à l'intérieur. La manière dont il se déplaçait montrait qu'il aurait dû être piloté à distance, si c'était une technologie connue, parce que ce n'était pas un avion et ce n'était pas un hélicoptère. Rien dans son mouvement n'avait quoi que ce soit à voir avec ces appareils. Et il était plus petit que tous ces engins. Une fois passé de notre côté de la route, il s'est de nouveau posé. En nous en rapprochant, Steve voulait voir si nous pouvions le retrouver. Nous nous sommes arrêtés sur le bas-côté pour essayer de le chercher, parce qu'il semblait s'être posé et les lumières s'étaient éteintes. C'était un peu effrayant et ma sœur a commencé à pleurer sur le siège arrière. Elle pleurait vraiment et paniquait. Elle disait non, 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 ne t'arrête pas. Elle était terrifiée. Je dois redemander à Steve sa version parce que cela fait longtemps et certains petits détails m'échappent. Bref, c'était vraiment étrange et il y avait une atmosphère encore plus étrange parce qu'il n'y avait pratiquement personne sur la route. Normalement, c'est une autoroute très fréquentée entre la Californie et l'Arizona. Mais pour une raison inconnue, il n'y avait presque personne. Il était très tard, je crois. Tout était vraiment bizarre. On se disait pourquoi n'y a-t-il personne ici ? Finalement, nous sommes repartis parce que nous ne pouvions plus voir l'objet. Voilà notre expérience d'observation d'OVNI. Impossible d'expliquer ce que c'était, même aujourd'hui. Rien de ce que j'ai vu de ma vie ne correspond à ce que nous avons observé. Donc je ne sais pas, dis-moi ce que tu en penses. Je vais vérifier aussi avec Steve pour voir s'il se rappelle d'autres détails. J'espère que tu passeras une excellente soirée et on se parle bientôt. Le musicien légendaire George Clinton raconte une histoire d'enlèvement et cela ouvre une porte très inattendue sur la manière dont certaines figures culturelles comprennent leur propre vie. Ce qui frappe immédiatement est la façon dont Clinton décrit cette expérience sans chercher à la dramatiser ni à la tourner en dérision. Il en parle comme d'un épisode étrange, presque intime, enfoui dans sa mémoire mais assez marquant pour qu'il continue à s'y référer des années plus tard. Ce contraste entre sa personnalité excentrique sur scène et la sobriété avec laquelle il évoque cet événement donne une texture particulière au récit. On n'a pas l'impression d'être face à un artiste qui invente une anecdote pour alimenter son image. On voit plutôt quelqu'un qui raconte un souvenir qui l'a accompagné silencieusement à travers les décennies.
Ce qui rend l'histoire encore plus intéressante est la manière dont elle se mêle à l'univers psychédélique de Clinton. Beaucoup de gens auraient tendance à minimiser son témoignage en évoquant son style, ses influences ou ses excès créatifs. Pourtant cette hypothèse se heurte à un détail fascinant. Clinton lui-même reconnaît que son imagination et sa musique sont pleines de symboles cosmiques, mais il distingue très clairement ce qu'il invente pour la scène de ce qu'il a ressenti ce soir-là. Il parle d'une présence, d'une interaction qui lui a donné l'impression d'une connexion réelle avec quelque chose d'autre. Et le fait qu'il marque cette frontière entre l'art et l'expérience personnelle donne un poids inattendu à son récit. Il faut aussi considérer la position particulière qu'il occupait dans la culture musicale. Clinton n'avait rien à prouver en racontant cela. Sa carrière était déjà formée, son statut déjà solidement établi. Ce n'était ni un outil promotionnel ni une tentative de choquer le public. C'était plutôt un moment de confession culturelle, comme si cette histoire n'avait jamais vraiment trouvé sa place dans son œuvre mais avait continué de flotter dans sa vie privée. On voit là un homme qui a passé des années à explorer le thème du cosmos en musique et qui se retrouve soudain à admettre qu'un événement qu'il n'a jamais complètement compris pourrait avoir influencé sa sensibilité artistique plus qu'il ne le croyait. Le récit lui-même oscille entre lucidité et perplexité. Il ne prétend pas avoir reçu un message transcendant ni avoir été témoin d'une révélation. Ce qui le perturbe surtout est ce sentiment d'être observé par quelque chose qui ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. Son ton n'a rien d'un prophète, rien d'un vendeur d'histoire. Il semble simplement chercher à donner une forme verbale à un épisode qui l'a marqué sans qu'il sache comment l'intégrer dans une vision du monde cohérente. Et ce qui ressort est cette honnêteté étrange, une impression que lui-même ne sait pas s'il faut comprendre cet événement comme un souvenir, une perception altérée ou quelque chose d'autre. Ce qui fait la force de son témoignage est précisément la manière dont il refuse de le simplifier. Beaucoup de récits d'enlèvement empruntent soit la route dramatique soit la route sceptique. Clinton navigue au milieu, en admettant ce qu'il a ressenti tout en reconnaissant que cela ne prouve rien. Cette nuance rare donne à l'histoire un aspect presque anthropologique. On y voit un artiste qui tente de comprendre un moment où son imaginaire, sa sensibilité et son vécu se sont entremêlés. J'ai décidé de créer un conte pour raconter cette histoire, une expérience que j'ai vécue à bord d'un porte-avions loin des côtes de Californie, dans le Pacifique. Avant tout, je transmets des informations et des circonstances qui entourent l'événement. Je n'ai pas vu d'OVNI personnellement. Néanmoins, c'est une histoire intéressante. Je vais volontairement rester vague sur certains détails afin de préserver mon identité, même si ces informations n'ont jamais été déclarées confidentielles et étaient largement connues à bord. Pendant une période de préparation de 1 ou 2 mois à bord d'un porte-avions dans l'océan Pacifique, nous avons rencontré un OVNI. Pour ceux qui ne connaissent pas, ces périodes de préparation sont des exercices d'entraînement avant un déploiement. Le navire part alors pour 2 à 8 semaines afin de permettre aux pilotes de s'entraîner aux opérations sur porte-avions. Nous étions donc dans un exercice de routine dans le Pacifique. Cependant, cet exercice impliquait plusieurs porte-avions et des navires de combat dans une opération de grande ampleur. Je ne me souviens plus exactement à quel moment de la préparation cette rencontre a eu lieu, mais je pense que c'était après quelques semaines. J'étais affecté à un escadron de F-18 et je travaillais dans un domaine technique, pas sur le pont d'envol. Pendant 3 jours d'affilée, un officier des opérations a remarqué un appareil qui pénétrait dans notre espace aérien restreint. L'appareil volait à basse vitesse à environ 20 000 pieds. Les 2 premiers jours où il a été observé, il a disparu du radar au bout de quelques minutes, avant qu'on puisse enquêter. Pour se préparer, les porte-avions avaient des F-18 prêts à décoller. Lors de la 3e observation, une formation d'une dizaine de F-18 s'est aidée environ, c'est un nombre approximatif mais c'était un grand groupe, à décoller pour aller enquêter, y compris mon commandant d'escadron. C'est là que l'histoire devient difficile à croire et presque absurde à raconter. D'après les pilotes et confirmé par un ami en service de renseignement, lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit indiqué, l'appareil avait disparu. Cependant, il y avait une grande perturbation dans l'océan en dessous et ils ont supposé que l'appareil s'était écrasé. Le groupe aérien a donc survolé la zone et inspecté la scène. Maintenant, la partie folle.
Un objet décrit par plusieurs pilotes et par mon ami du renseignement comme ressemblant à un immense bonbon en forme de pastille. Oui, cela semble être une plaisanterie ultime, je sais. Cet objet ovale en forme de pastille a émergé de l'eau. Par peur ou réflexe, je ne sais pas, nos pilotes ont décidé d'engager l'objet. Après être sorti de l'eau et être resté immobile un bref instant, l'objet est parti à une vitesse que les pilotes n'avaient jamais vue. Il avait simplement disparu. L'incident n'a pas été entouré de secrets. Tout le porte-avions bruissait de rumeurs. Je n'ai pas pu voir l'enregistrement de vol officiel, donc j'étais sceptique. La vie devient monotone en pleine mer et il n'est pas rare que des canulars circulent. Je n'étais donc pas totalement convaincu. Ce soir-là, dans le dortoir, j'ai demandé à un ami très proche travaillant au renseignement s'il pouvait confirmer l'authenticité de la vidéo. Sans parler, il m'a fait comprendre que c'était vrai. Mon scepticisme a commencé à disparaître et le lendemain un groupe de personnes a été acheminé sur le porte-avions en avion COD et ils ont récupéré toutes les bandes. Je peux confirmer qu'ils sont bien venus à bord. La récupération des enregistrements a été confirmée par des collègues qui travaillaient dans ces services. Des années plus tard, j'avais presque oublié cette histoire. Je regardais la télévision chez un ami. L'émission parlait d'OVNI et des pilotes russes décrivaient une expérience qu'ils avaient vécue. Ils avaient même publié les images enregistrées en vol. L'objet filmé avait la même forme de pastille et se déplaçait plus vite que tout ce qui existe. Si quelqu'un peut retrouver cette vidéo ou l'extrait du documentaire, ce serait génial. C'était sur la chaîne History il y a des années. L'histoire de Stan Romanek est l'un des récits les plus déroutants et les plus controversés du paysage ufologique moderne. Ce qui rend ce dossier particulier n'est pas seulement la quantité d'événements étranges qu'il affirme avoir vécu mais aussi la manière dont son parcours s'est entremêlé avec des aspects beaucoup plus sombres et très documentés de sa vie personnelle. Cette combinaison crée une tension permanente entre fascination, scepticisme et malaise, ce qui fait que son histoire ne peut pas être abordée comme un simple cas d'enlèvement ou d'observation. Lorsque l'on examine ses premières déclarations, on découvre une accumulation d'événements qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction. Apparition d'objets lumineux, rencontres avec des figures humanoïdes, messages cryptiques, connaissances mathématiques qu'il disait ne pas posséder et une quantité inhabituelle de photos et de vidéos censées documenter ces phénomènes. Pour beaucoup, Romanek représentait l'exemple d'un témoin moderne entouré d'un flot de preuves audiovisuelles difficiles à ignorer. Son récit évoluait constamment, comme un feuilleton dont les épisodes se succédaient à un rythme presque trop uniforme pour être vrai. Mais ce qui frappe surtout dans son histoire est la manière dont la communauté s'est divisée autour de lui. Certains y voyaient un témoin crucial prêt à exposer des éléments jamais observés auparavant. D'autres percevaient au contraire une construction narrative trop élaborée, trop consciente des codes ufologiques, comme si chaque nouveau détail était une réponse directe aux critiques reçues. On ressent cette oscillation entre authenticité apparente et sensation de mise en scène calculée. Chaque pièce de preuve amenait plus de questions que de réponses, et la frontière entre sincérité et artifice devenait de plus en plus difficile à tracer. Puis il y a ce tournant brutal et impossible à ignorer. Romanek a été condamné dans une affaire grave liée à des contenus illégaux impliquant des mineurs, un fait établi par la justice et largement accessible dans les sources officielles. Cette condamnation a profondément changé la manière dont son histoire est perçue. L'attention s'est déplacée de ses récits d'enlèvement vers des préoccupations beaucoup plus sérieuses sur son comportement réel. À partir de ce moment, son récit ne peut plus être analysé sans tenir compte de cette dimension. Elle l'entoure comme une ombre qui remet en question non seulement sa crédibilité mais aussi l'éthique même de s'attarder sur ses déclarations comme si elles existaient en dehors du contexte judiciaire. Ce mélange entre extravagance ufologique et réalité judiciaire crée une situation unique dans l'histoire moderne des témoignages extraterrestres. Il est difficile de séparer la narration publique du personnage derrière elle. Certains continuent d'examiner ces vidéos et ces déclarations en cherchant à démêler le vrai du faux comme s'il s'agissait d'un puzzle indépendant. D'autres estiment qu'il n'y a plus rien à analyser puisqu'un élément central du personnage a été définitivement mis en lumière par les tribunaux. Dans les deux cas, on observe un glissement,
une transformation où l'histoire romanesque devient davantage une étude sur la manipulation, la croyance et la manière dont certains récits peuvent attirer l'attention malgré des signaux alarmants. Je voudrais mettre en parallèle les similitudes entre la divulgation des ovnis et les vagues scélérates. Les vagues scélérates étaient considérées comme un mythe par les professionnels de l'océanographie jusqu'au moment où il n'a plus été possible de les nier. Malgré des photos, des témoignages visuels et certaines données provenant d'instruments militaires, certaines personnes nient toujours l'existence des ovnis. Pourtant, dans le passé, des phénomènes aujourd'hui considérés comme des faits scientifiques étaient auparavant vus comme de la fiction. Un bon exemple est celui des vagues scélérates. Il existe désormais des prévisions pour celles-ci, mais elles étaient considérées comme un mythe jusqu'en 1995. Et on peut relever de nombreux parallèles à ce sujet en ce qui concerne les ovnis. Une vague scélérate est une vague beaucoup plus grande que celle qui l'entoure et qui n'est pas causée par un événement sismique. Les tsunamis ne sont donc pas concernés. Les marins racontaient des histoires sur ces vagues depuis des centaines d'années, mais elles étaient considérées comme des mythes. Puis vers les années 1850, on a commencé à enregistrer des cas où des structures situées en hauteur étaient frappées par des vagues. Il existe des rapports d'observation antérieurs au XIXe siècle. Au XIXe siècle, en 1861, le phare d'Eagle Island en Irlande, situé à une hauteur de 27 mètres, a vu ses fenêtres brisées par une vague. Au XIXe siècle, les océanographes utilisaient une équation appelée fonction gaussienne pour calculer la hauteur des vagues, ce qui dans les faits limitait leur hauteur à 15 mètres. Tous les 10 000 ans, l'équation estimait l'apparition d'une vague de 30 mètres. Puis au XXe siècle, les gardes-côtes, pourtant des professionnels formés, ont commencé à signaler ces vagues mais leurs témoignages ont été rejetés. Certains naufrages montraient des dégâts d'impact sur leurs cheminées, bien au-dessus de la mer. En 1980, le pétrolier Esso Languedoc a été frappé par une vague scélérate et il existe une photo de cette vague, mais les vagues scélérates étaient encore niées. En 1995, la plateforme pétrolière Draupnir avait été construite pour résister à une vague censée n'apparaître qu'une fois tous les 10 000 ans dans la région. Elle était équipée des outils de mesure les plus avancés. Elle a été frappée par une vague de 25 mètres et 2 instruments ont enregistré la vague. À partir de ce moment, il n'était plus possible de nier l'existence des vagues scélérates. L'histoire de Chris Bledsoe et de cette entité qu'il appelle la Lady forme un entrelacement étrange entre mysticisme moderne, folklore ufologique et tentative d'interprétation inspirée de mythologies anciennes. Ce qui est fascinant n'est pas seulement le récit lui-même mais la manière dont il se connecte à d'autres témoignages inattendus, notamment à certaines lectures des récits mésopotamiens autour des Anunnaki et même à l'expérience d'enlèvement que Sami Hagar décrit dans ses propres mémoires. On se retrouve face à un ensemble de fils narratifs qui ne devraient pas tenir ensemble et qui pourtant finissent par former un paysage symbolique cohérent pour ceux qui y croient. Le cœur du récit de Bledsoe tourne autour de cette figure féminine qu'il appelle la Lady. Une entité lumineuse, perçue comme bienveillante, presque maternelle, et pourtant enveloppée d'une aura de mystère qui dépasse largement les catégories habituelles des rencontres rapprochées. Dans ses descriptions, elle ne se comporte pas comme un extraterrestre au sens populaire du terme. Elle ressemble davantage à une figure spirituelle, une présence qui transmet des impressions, des visions et un sentiment d'importance cosmique. Pour Bledsoe, cet être n'est pas seulement une apparition mais une sorte de pivot autour duquel se structure une transformation profonde de sa vie. Cette certitude presque religieuse qu'il exprime donne à ce récit une dimension qui dépasse très vite le simple cadre de l'ufologie. C'est à partir de là que certains observateurs ont commencé à faire des parallèles avec les récits anciens des Anunnaki. Non pas pour affirmer un lien direct mais pour montrer comment les êtres décrits par Bledsoe semblent fonctionner dans ce chevauchement entre divinités anciennes et intelligence moderne. Les Anunnaki sont souvent mal compris, récupérés par la culture pop et les spéculations pseudo-historiques. Pourtant, ce qui est intéressant ici n'est pas la validité des connexions à Sumer mais la manière dont l'imaginaire humain recycle les mêmes archétypes quand il est confronté à quelque chose qu'il ne parvient pas à catégoriser. Une présence lumineuse, un message implicite, un sentiment de guidance, cela correspond autant aux récits anciens de déesses célestes qu'aux descriptions contemporaines d'entités extraterrestres supposées.
Bledsoe lui-même n'affirme pas appartenir à cette tradition, mais les parallèles créés par les autres montrent à quel point son histoire active ces zones symboliques profondes. C'est lorsque survient la comparaison avec le témoignage de Sammy Hagar que l'ensemble devient encore plus déroutant. Le musicien a raconté dans son autobiographie une expérience où il dit avoir été connecté ou téléchargé par une intelligence extérieure. Il décrit un moment où il a senti sa conscience tirer vers quelque chose d'invisible, une impression qu'une autre présence manipulait des informations dans son esprit. Ce n'est pas un récit élaboré ou théâtral. Au contraire, il en parle avec une franchise presque embarrassée, comme un souvenir étrange qu'il assume sans chercher à lui donner une forme mythologique. Ce qui rapproche son histoire de celle de Bledsoe n'est pas le contenu visuel mais la structure émotionnelle. Dans les deux cas, il y a ce sentiment d'interaction avec quelque chose qui ne se comporte ni comme une hallucination ni comme un affrontement mais plutôt comme un échange de données ou une tentative de communication. Ce qui semble relier ces trois univers Bledsoe, les archétypes Anunnaki et le témoignage de Hagar est la manière dont il mobilise l'idée d'une intelligence non humaine qui cherche à interagir à un niveau intérieur plutôt qu'à travers des manifestations physiques traditionnelles. Ce ne sont pas des récits spectaculaires basés sur des enlèvements physiques ou des démonstrations technologiques. Ce sont des rencontres où l'humain a l'impression d'être observé, guidé ou intégré dans un système cognitif plus vaste. Les personnes qui vivent ce genre d'expérience en ressortent souvent avec une vision modifiée de leur propre rôle dans l'univers, comme si la rencontre n'était pas un événement isolé mais le début d'un récit existentiel. L'histoire de Bledsoe, quand on la place dans ce contexte élargi, révèle surtout la manière dont les récits contemporains reviennent constamment à des motifs très anciens. Une figure féminine venue d'ailleurs, associée à la lumière, au savoir, à la transformation intérieure. Cela rappelle autant les mythes de déesses célestes que les témoignages modernes d'entités perçues comme évoluées. Que ces expériences soient psychologiques, spirituelles ou liées à des phénomènes encore incompris importe finalement moins que la structure narrative commune. Ce qui rend le dossier réellement intéressant est la façon dont il crée des ponts entre des récits séparés par des millénaires et des cultures totalement différentes. Bledsoe ne prétend pas expliquer les Anunnaki. Hagar ne cherche pas à s'inscrire dans la littérature ufologique. Et pourtant leurs récits semblent résonner les uns avec les autres. C'est cette résonance qui intrigue, cette impression que lorsqu'un être humain rencontre quelque chose qu'il n'arrive pas à définir, il finit presque toujours par convoquer les mêmes symboles. Ma famille vient de Porto Rico et elle possède depuis au moins les années 1700 d'importantes terres dans la vallée de Toa, même s'il ne nous reste aujourd'hui qu'environ 24 hectares. J'ai trouvé des estimations issues des recensements du début du XXe siècle et il y avait plus de 200 travailleurs sur cette portion de terrain. Je raconte tout cela parce que l'histoire dit que mon arrière-arrière-grand-mère, déjà âgée à l'époque, vivait dans la maison familiale entourée de plusieurs femmes qui s'occupaient d'elle, qu'il s'agisse de compagnes, de cuisinières, de femmes de ménage et d'autres aides. Cela se passait vers 1931 ou 1932. Elle vivait toutes avec elle. Son mari était décédé et ses enfants vivaient ailleurs. Juste à côté de la maison, la famille avait construit une petite école pour les enfants des travailleurs car, à cette époque, l'éducation n'était pas accessible à beaucoup de gens sur l'île. L'école se trouvait à quelques pas de la maison principale. On peut encore voir les ruines du bâtiment aujourd'hui. L'histoire raconte que dans la nuit du 18 juin 1931, juste avant de mettre mon arrière-arrière-grand-mère au lit, sa garde-malade dont le nom est orthographié Kinda a vu ce qu'elle ne pouvait décrire que comme un avion ou un dirigeable posé sur le toit de la petite école. Elle disait que ce n'était pas très grand, un peu plus grand que le bâtiment de bois de l'école qui pouvait accueillir au maximum une trentaine d'élèves. En voyant cela, elle a réveillé le personnel qui dormait au rez-de-chaussée de la maison et a conduit mon arrière-arrière-grand-mère, qui était en fauteuil roulant, jusqu'à la fenêtre de la salle à manger pour qu'elle voie l'objet. Ils étaient apparemment une dizaine et tous ont dit que c'était très beau, surtout parce que l'objet émettait des rayons de lumière rose et violet. Ils disaient que ces lumières entraient dans la pièce par toutes les fenêtres, pas seulement celles qui donnaient sur l'objet, et que mon arrière-arrière-grand-mère jouait avec les petites lumières qui dansaient autour de ses pieds à l'intérieur de la maison. D'après ce que ma famille a raconté, l'avion est resté environ 15 minutes au-dessus de la petite salle de classe, puis il a disparu en un clin d'œil. Pour moi, la chose la plus étonnante est qu'ils sont tous restés très calmes.
Il disait qu'il n'avait ressenti aucune peur mais seulement une sensation de paix. On m'a dit que mon arrière-arrière-grand-mère est morte sans jamais souffrir de troubles de la mémoire et que la plus jeune témoin était une fillette de 8 ans qui est décédée il y a quelques années, très âgée, et n'a jamais démenti quoi que ce soit de l'histoire. Elle a dit bien plus tard que les lumières lui avaient semblé ressembler à celles d'une boule disco entrant et sortant de la maison. Je n'ai absolument aucune idée de la véracité de cette histoire, mais je la trouve fascinante et j'espère que le fait de la partager ici pourra apporter quelque chose. Mon père travaillait à 2 endroits et venait tout juste de terminer son dernier service. Il rentrait chez lui en conduisant son vieux pick-up. Il avait pris une route secondaire et d'après ce qu'il m'a dit, il était la seule personne sur cette route au moment des faits. C'était la nuit, probablement entre 21 et 22 heures, sur une vieille route à 2 voies bordée d'arbres des 2 côtés. Mon père roulait en écoutant la radio lorsque soudain les lumières de son camion ont commencé à clignoter d'une manière étrange, comme si la batterie rendait l'âme. Au même moment, il a entendu un sifflement extrêmement aigu, un bruit continu et strident. Soudain son camion s'est complètement éteint. Il a dirigé le véhicule mort jusqu'au bord de la route et c'est alors qu'une lumière incroyablement vive est apparue juste au-dessus de lui. Il est sorti de son camion et a levé les yeux. Il a vu ce qu'il décrit comme des lumières de stade formant un cercle parfait, avançant très lentement au-dessus de la ligne d'arbres à sa gauche, puis au-dessus de son camion, puis au-dessus de la ligne d'arbres à sa droite. L'objet se trouvait selon lui à peu près à la hauteur des poteaux téléphoniques, donc peut-être à 15 ou 30 mètres d'altitude. Après avoir survolé le camion et traversé la ligne d'arbres, l'objet s'est arrêté et est resté en vol stationnaire pendant un instant. Il a ensuite commencé à descendre lentement jusqu'à disparaître derrière les arbres et selon lui se poser sur le sol. À ce moment-là, la lumière s'est éteinte, le sifflement aigu s'est arrêté et son camion s'est rallumé instantanément, tout seul. Il a sauté dans le camion et a foncé jusque chez lui. Il a ouvert la porte d'entrée précipitamment, prêt à raconter à ma mère ce qu'il venait de voir, mais avant qu'il n'ait pu dire un mot, ma mère et son ami se sont levés d'un coup et ont couru vers lui en s'exclamant qu'elles venaient de voir un ovni. Elles ont décrit exactement la même chose, avançant lentement dans le ciel avant de disparaître. Mon père leur a dit que cet objet était passé juste au-dessus de son camion et l'avait éteint. Quand mon père m'a raconté cette histoire, je l'ai trouvée trop incroyable pour être vraie. Mais mon père n'est pas du genre à mentir. Il n'en a pratiquement jamais parlé à personne à part moi et quelques membres proches de la famille. Je le crois à 100%. J'ai demandé à ma mère ce qu'elle en pensait, mais pendant des années elle a nié en disant qu'elle n'avait rien vu, tout en lâchant parfois des phrases du style « elle ne savait pas s'il y avait une base aérienne dans les environs et se demandait si cela ne pouvait pas être un appareil militaire ou un nouveau type d'engin. » C'est une remarque étrange pour quelqu'un qui n'aurait rien vu. Un jour j'ai insisté un peu et je lui ai demandé de nouveau si elle avait vu l'OVNI. J'ai répété l'histoire telle que mon père me l'avait racontée et sa réaction à l'époque. Elle a finalement admis en disant qu'elle avait bien vu l'OVNI mais qu'elle ne savait pas si c'était quelque chose d'extraterrestre. Peut-être un appareil expérimental de l'armée de l'air selon elle. C'est possible, mais je n'ai jamais entendu parler d'un engin parfaitement circulaire, capable de voler en stationnaire, aussi lumineux que des projecteurs de stade et qui peut faire caler des véhicules en passant au-dessus d'eux. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Pour moi, c'est l'un des meilleurs récits d'OVNI que j'ai entendu provenant de quelqu'un que je connais vraiment et en qui j'ai confiance. J'ai toujours été réticent à raconter mon expérience parce qu'elle est dérangeante et qu'elle me perturbe encore aujourd'hui. Avec les récents lanceurs d'alerte, peut-être serait-il utile que je partage mon expérience, mes observations et les preuves dont je dispose. Je préfère cependant prévenir que l'histoire devient de plus en plus étrange au fil du récit. Le 12 janvier 2008, je dormais dans la chambre d'amis de la maison de mon père, dans le quartier de Mosley Hill à Liverpool, au Royaume-Uni. J'avais 18 ans à l'époque et mon père en avait 43. Je me suis couché vers 23 heures. Juste après minuit, mon père est entré dans ma chambre pour me réveiller et il a insisté pour que je le rejoigne dans la chambre principale située à l'avant de la maison afin de voir quelque chose. Je n'avais pas envie de me lever, mais il a insisté.
Depuis la chambre à l'étage donnant sur la rue, nous avons observé environ 100 à 200 sphères lumineuses qui se déplaçaient silencieusement au-dessus du quartier pendant ce qui nous a semblé durer au moins 10 minutes. Ces objets ressemblaient à des boules de plasma d'environ 5 à 10 mètres de diamètre. À l'œil nu, leur couleur était principalement orange et rouge, mais elles changeaient parfois et devenaient vertes ou violettes. Elles volaient à basse altitude, à une quinzaine de mètres au-dessus des maisons voisines. Elles semblaient se déplacer en formation, avec une précision remarquable. Les objets suivaient une ligne droite, mais leur mouvement était irrégulier. Un objet pouvait rester parfaitement immobile puis passer instantanément à ce que j'estime être environ 60 km/h pour rattraper celui qui le précédait. Nous sommes restés immobiles environ 10 minutes, puis mon père a dit qu'il allait descendre chercher les appareils photo. Il m'a demandé de rester dans la chambre parce qu'il craignait pour ma sécurité. J'ai continué à observer les objets seul encore quelques minutes avant de retourner dans ma chambre et de m'endormir. Je n'ai aucun souvenir d'être retourné dans ma chambre pour dormir cette nuit-là. C'est désagréable à imaginer car cela pourrait être du temps manquant, mais cela peut tout aussi bien s'expliquer par le fait que j'étais encore à moitié endormi. Le lendemain matin, j'ai parlé de tout cela avec mon père. Il m'a dit qu'il était descendu à la cuisine pour prendre l'un de nos 2 appareils photo numériques Olympus de 2 mégapixels. Ces appareils étaient habituellement rangés dans leurs caissons étanches, car nous les utilisions pour la plongée sous-marine. Nous les avions utilisés des milliers de fois à plus de 20 mètres de profondeur sans jamais rencontrer le moindre problème. Il m'a raconté qu'il était sorti dans le jardin et que les objets étaient suffisamment bas et lumineux pour éclairer toute la cour. Il m'a aussi dit que tout paraissait incroyablement silencieux et immobile et qu'il n'y avait aucun bruit de vent, d'insectes, de voitures ou de circulation. Je ne me souviens plus exactement de ces mots, mais il a dit que cela donnait l'impression d'être dans une sorte de bulle séparée du reste du monde. Il a alors essayé de photographier les objets au-dessus de la maison, mais l'appareil s'est mis à fonctionner de manière étrange, ce qui ne nous était jamais arrivé auparavant. Les premières images étaient complètement noires et ne contenaient pratiquement aucune donnée. Il a ensuite essayé de passer en mode vidéo, mais l'appareil refusait de démarrer l'enregistrement. Après plusieurs tentatives, il a finalement réussi à lancer un enregistrement, mais le fichier vidéo était illisible et affichait un message d'erreur indiquant une corruption de la carte SD. Il est revenu en mode photo et a fini par obtenir quelques clichés qui sont restés enregistrés, mais ces images aussi sont étranges. Les objets apparaissent décalés vers le bleu et semblent donc bleus ou verts alors qu'à l'œil nu ils étaient rouges ou oranges. Plus étrange encore, certains objets pourtant cachés par la maison apparaissent visibles sur les photos. Cela signifie que la lumière provenant des objets a traversé la maison pour atteindre le capteur et y laisser une trace. Ces objets occultés apparaissent plus flous et plus diffus que ceux qui n'étaient pas cachés. Nous avons toujours les cartes SD d'origine, intactes depuis cette nuit-là. Pour ce qui est des images numériques, je ne peux partager que les versions recadrées que mon père avait préparées. Je sais que ces images ne sont pas des preuves convaincantes pour tout le monde, mais elles sont importantes pour moi car elles confirment qu'il s'est réellement passé quelque chose et que ce n'était pas une hallucination partagée. En ce qui concerne la suite, les choses deviennent assez étranges et je ne suis pas entièrement certain de l'ordre exact des événements. Mon père a contacté les médias locaux et la police pour savoir si d'autres personnes avaient signalé quelque chose, mais ce n'était pas le cas. Il faut savoir qu'un grand nombre de personnes sortaient des bars et des pubs à 7 heures un week-end. Le fait que personne d'autre n'ait vu des centaines de sphères leur passer au-dessus est très étrange. Je ne suis pas certain, mais je crois que mon père a aussi transmis le cas au MUFON. Pour ma part, j'étais en formation de pilotage au Liverpool Flying School et je me demandais si je devais signaler cet événement à l'autorité de l'aviation civile en tant que danger potentiel. Mes instructeurs changeaient chaque semaine, mais mon préféré était un ancien pilote de la RAF avec une grosse moustache et des gants en cuir. Je préfère ne pas révéler son nom, mais il serait probable de le retrouver si nécessaire. Après ma leçon suivante, je me suis confié à lui. Il m'a conseillé de ne rien signaler puis il m'a raconté sa propre expérience, qu'il avait lui aussi refusé de déclarer officiellement. Je ne vais pas déformer son récit, mais en résumé, il m'a dit qu'il volait dans des avions militaires au-dessus du Lake District dans les années 80 lorsqu'on lui a demandé d'enquêter sur une signature radar immense.
Il a alors vu un gigantesque disque transparent qui s'est incliné sur le côté avant de filer dans l'espace. Terrifiant. J'aurais aimé que l'histoire s'arrête là, mais ce n'est pas le cas. Pendant les 6 mois suivants, nous avons eu de nombreuses autres observations au même endroit. J'étais présent lors de 2 d'entre elles, mais selon mon père il y en a eu au moins 5 autres. Ces observations différaient cependant de la première. Elles avaient lieu en plein jour et les objets ressemblaient aux sphères blanches ou argentées en haute altitude qui sont toujours rejetées comme des ballons. Nous n'avons pas eu de problème technique pour prendre des photos de ces objets, mais il était difficile d'obtenir un zoom suffisant. Nous avons même fini par acheter un grand télescope à miroir pour le jardin et c'est précisément à ce moment-là que les objets ont cessé d'apparaître. Lors de ces observations, au moins une fois, un voisin a confirmé qu'il voyait lui aussi l'objet qui est resté en place pendant 8 heures. Leur comportement était particulier. Ces sphères semblaient apparaître et disparaître de nulle part. Elles semblaient rétrécir ou grandir en un instant. Elles se multipliaient parfois et se superposaient sans se heurter, comme si elles pouvaient occuper le même espace en 3 dimensions. Elles restaient immobiles malgré le vent ou se déplaçaient d'une manière étrangement rectiligne qui paraissait presque artificielle. Comme on peut l'imaginer, ces expériences commençaient à me transformer profondément et j'ai plongé dans une sorte d'obsession. À ce moment-là, j'ai abandonné mes études pour me passionner pour la physique théorique. Je retournais toutefois au lycée pour discuter en privé avec mon professeur de physique et j'ai commencé à développer mes propres idées sur la nature de l'espace-temps. Mon professeur a réussi à organiser une rencontre privée avec des personnes du département de physique de l'université de Liverpool. J'ai accepté. Cette rencontre était elle-même étrange car je n'étais pas là pour un entretien d'admission. Ces chercheurs semblaient surtout vouloir examiner mes idées et me guider dans une certaine direction. Je ne veux pas révéler leur identité, mais voici un bref résumé de leur domaine de recherche. Les symétries fondamentales qui sous-tendent la physique et en particulier une structure de groupe reliant l'espace, le temps, la masse et la charge. Un système universel de réécriture dérivé du concept de zéro. Une version nilpotente de la mécanique quantique relativiste avec des applications en physique des particules et en cosmologie. Des structures mathématiques fondamentales reliant la physique et la biologie. L'application du concept de réécriture à l'analyse de systèmes de grande échelle en physique, en biologie et en informatique théorique. À ce moment-là, mon père et moi cherchions des réponses dans des directions différentes. J'étais attiré par les théories liées à l'espace-temps tandis que mon père s'intéressait davantage aux aspects humains et conspirationnistes du phénomène. Il m'a demandé de l'accompagner à une conférence sur les ovnis qui se tenait à Liverpool quelques mois après nos expériences. C'est difficile de trouver des informations en ligne à ce sujet, mais je peux dire que l'événement a eu lieu dans la Static Gallery sur Roscoe Street, avec notamment Nick Pope et certains témoins de l'incident de la forêt de Rendlesham. Il y a eu une courte pause pendant la conférence et je suis sorti avec quelques participants qui fumaient avant le prochain intervenant. J'étais en train d'expliquer ma théorie de l'espace-temps à un inconnu lorsqu'on nous a appelés pour rentrer. À ce moment-là, j'ai levé les yeux et j'ai vu une petite sphère rouge-orange au loin. Au début j'ai cru à une lanterne, mais elle a commencé à se déplacer de manière erratique, faisant des va-et-vient tout en dessinant une grande onde sinusoïdale dans le ciel exactement comme ce que j'étais en train de décrire. Nous l'avons observé pendant 1 minute, puis j'ai suggéré de crier pour prévenir les experts qui se trouvaient dans le bâtiment juste à côté. Je sais que cela semble incroyable mais l'inconnu m'a dit que c'était un message pour moi puis il est parti. À ce moment-là j'étais paniqué et je suis rentré dans le bâtiment en presque pleine crise d'angoisse. Un homme sympathique, un peu hippie, m'a alors fait asseoir dans le hall et m'a montré un exercice de respiration pour me calmer. Plus tard dans la soirée, alors que nous quittions la conférence, il m'a donné un livret imprimé sur des exercices hermétiques de psy. Je l'ai malheureusement perdu et je n'en retrouve aucune trace en ligne. J'ai passé quelques mois à pratiquer les exercices mais cela m'a donné des épisodes de paralysie du sommeil très intenses et des rêves effrayants. Avec l'ambiance perturbante de toutes les expériences précédentes, cela m'a suffi pour m'éloigner de ce domaine. Depuis 14 ans, je mène une vie normale en tant qu'artiste 3D. J'évite autant que possible les sujets liés aux ovnis, à la physique théorique ou aux aspects plus ésotériques du phénomène.
Je sais que tout cela est réel et important, mais c'est aussi terrifiant pour des raisons que je ne comprends pas totalement. J'espère que ce témoignage sera utile à quelqu'un de plus courageux ou de plus compétent que moi pour l'étudier et y trouver des réponses. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.